De mémoire de poisson, cela fait des années que le lagon de Moorea n'avait pas été aussi calme. Même au bout du monde, au milieu du Pacifique, la Polynésie n'a pu échapper au coronavirus et à ses confinements, annulant les croisières et réduisant au strict minimum les liaisons aériennes. 2020, une année noire qui plonge le tourisme, la première économie de ce territoire d'îles et d'atolls, au bord de la faillite. Mais 2020 est peut-être aussi l'année zéro du monde de demain. La pandémie offre l'occasion unique de tout remettre à plat, de tout repenser. C'est le cas sur l'île de Moorea, l'une des plus impactées. On va aller chercher les gens au petit panier. Donc ça m'arrive souvent d'aller chercher les gens en fait un peu à leur lieu de résidence. C'est un petit peu le concept de la pirogue. Comme j'ai peu de personnes en fait, ben voilà. Bien sûr, on va essayer de le faire à la voile, bien évidemment. Même si le vent n'est pas hyper top aujourd'hui. Hervé est un ancien pêcheur de l'île Dieu. Il s'est installé ici il y a 4 ans pour vivre du tourisme. Il y croit encore. Le Covid, pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir réparer la pirogue, mais ça a été un manque à gagner énorme en fait par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Moi, mon business c'était intercontinental et du coup, il a fermé. Voilà, après le Covid, en fait, du coup, il y avait pas mal de problèmes au niveau de l'hôtel. Et les financiers, en fait, ont décidé de fermer l'hôtel. Déjà fragilisé par une baisse de fréquentation, la Covid a fini par achever l'un des plus beaux complexes touristiques de l'île. L'Intercontinental a dû se résoudre à mettre la clé sous le sable. Résultat, 200 employés se retrouvent aujourd'hui au chômage et des prestataires comme Hervé peinent à survivre. À Moorea, cette fermeture a mis en évidence la dépendance de l'île au tourisme et déclenché une vraie prise de conscience. Pour nous, c'est quand même une problématique économique parce qu'on travaillait beaucoup avec cet hôtel. On avait une clientèle qui était américaine à fond. Moi, je faisais quand même 3 tours par jour, quoi, hein. C'était matin, après-midi et soir. Là, j'en fais plus que 1 ou 2, voire par semaine. Du coup, je prends beaucoup plus de temps avec les gens. C'est un autre rapport quelque part. Et après le Covid, pour moi, ça a été aussi un bienfait pour le lagon parce que du coup, le lagon a pu se régénérer un petit peu. Alors que d'habitude, on avait quand même tendance à surexploiter le lagon. On était beaucoup de prestataires. Et c'est vrai que ça a diminué un petit peu le nombre de prestataires et d'activités. Au niveau écologique, c'est bien. Et au niveau économique, bah, c'est pas très bien. Sur la plage, au pied de leur hôtel, Hervé récupère ses seuls clients de la journée. Yordana. Yordana. Alors, je tiens la pirogue parce qu'elle se sauve. On a un peu de vent aujourd'hui. Enchanté. Parfait, parfait. Entre les 2 confinements, ces touristes français ont réussi à traverser les fuseaux horaires pour goûter au paradis. Et même prolonger ici leurs vacances. Hervé a toute l'après-midi pour leur faire découvrir le lagon. Tout le monde arrive en même temps. Ah ben vous êtes tous ensemble en fait. Yolanda, ça va bien tout le monde? Plus loin, Pierrick et Yotua tentent eux de maintenir à flot leur petite entreprise touristique spécialisée dans le whale watching, l'observation en mer de la faune aquatique. L'attraction numéro 1 de l'île de Moorea. Hein? Ah, pour les palmes. Il a pris tes palmes? C'est la saison des baleines. Alors, malgré le confinement, on tente de sauver l'année avec des visiteurs bien souvent locaux. Vous êtes résidents, tous? Ouais. Ok, vous avez déjà fait le spot des raies et des requins? Ouais. L'excursion commence toujours par une visite du lagon et la découverte des raies et des requins. Donc c'est un spot d'observation des raies pastenagues et des requins points noirs qui existe depuis plus de 25 ans. Les raies ne sont pas du tout craintives, elles vont venir au contact, vous allez pouvoir les toucher. De les caresser que sur le dessus, jamais en dessous. Parce qu'en dessous, avec la bouche, elles peuvent vous aspirer les doigts. Un nourrissage artificiel, parfois contesté par les associations environnementales, permet de les attirer et d'assurer à minima cette prestation pour des visiteurs en demande. Car l'observation des baleines, elle,
est bien plus aléatoire. Donc les baleines à bosse, elles viennent d'Antarctique, elles font un long chemin, elles arrivent ici pourquoi? Uniquement pour se reproduire et pour donner naissance. Les baleines à l'arrivée ici sont assez fatiguées, surtout les mamans qui sont pleines. Il faut observer les baleines avec respect. C'est un animal qui est assez imposant. Vous avez quelque chose de 30 tonnes et 18 mètres qui viennent vers vous pour interagir. S'ils veulent vraiment jouer avec vous, ça peut être super dangereux pour nous. Surtout les bébés qui ne sont pas du tout maîtres de leur mouvement. La présence d'une baleine, peut-être même davantage, vient d'être signalée à la sortie du lagon, au-delà de la barrière de corail. Pour Pierrick et Yutea, la poursuite commence. L'objectif est de permettre à leurs clients de se baigner au plus près de ces mastodontes des mers. Alors on vient de voir souffler à droite du petit bateau. Ça a soufflé. On a la gomme, on a probablement une maman bébé aussi, mais elle bouge, elle vient vers vous, quoi. Cette pratique, seulement autorisée en Polynésie française, est un véritable atout pour le secteur touristique. Mais elle est parfois contestée pour ses abus. Là, on analyse la situation. On a donc probablement une maman et son bébé, mais elles sont en mouvement, donc on les suit de loin pour essayer de ne pas leur mettre trop de pression. Et si elles se posent à un moment donné, on essaiera de se mettre à l'eau avec. Si elles continuent à avancer, ben on ira ailleurs. Hop là! Si on n'a qu'une baleine sur Moorea, ben forcément il y a tous les prestataires qui vont aller dessus. Donc c'est important d'expliquer à nos clients qu'on c'est la nature et que si c'est pas la bonne journée, c'est pas la bonne journée, il faut l'accepter aussi. Il y a d'autres animaux à observer. On va pas aller se mettre avec 15 autres bateaux sur une pauvre baleine, on va la laisser tranquille au risque que les clients ne voient pas de baleine. Hein. Mais bon, cette activité-là n'a aucun sens si c'est pour harceler les animaux. Il ne faut pas que ça devienne un cirque. Hein. Bon, on a eu une info avec beaucoup de baleines là-bas qui avancent vraiment doucement, il y a au moins 5 baleines. Bon, on va aller assez vite, hein, vers la zone, quoi. La chance est au rendez-vous. Et elle est facilitée par la pandémie qui a diminué le trafic des bateaux de whale watching de plus de 70%. En l'absence des touristes américains, Pierrick et Yutea découvrent tout l'intérêt de cette clientèle locale. Une fois encore, la pandémie déclenche une prise de conscience sur le tourisme et ses excès. Cette année, avec le Covid, ça a arrêté tout le monde dans son élan. Je pense qu'il va falloir évoluer avec la pandémie qu'on a et essayer de vivre avec. On se dit qu'il y a trop de monde sur les baleines, il y a trop de plongeurs dans l'eau, trop de bateaux. Avec la venue de la 3e compagnie aérienne, Frenchville, ça a ramené une autre clientèle. Mais déjà, le billet d'avion était plus abordable pour beaucoup plus de personnes qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter un billet d'avion pour venir jusqu'en Polynésie. Donc ça a ouvert une autre clientèle. Ils ont économisé une année pour pouvoir se payer le voyage et faire des sorties baleines ou des sorties requins. Et après, la plupart des gens qui viennent ici, à chaque fois, ils nous disent que c'est un budget. Hein. Donc je pense que le tourisme de masse, on est vraiment loin comparé à Hawaï et la Nouvelle-Zélande et tout ça, quoi. Les baleines sont bien là. Et ces visiteurs vont même avoir le privilège d'entendre leur chant presque en exclusivité grâce à la crise Covid. Cette période de ralentissement touristique est une aubaine pour ces observations. Moi, j'aurais peur qu'on vise que sur le tourisme et pas sur les trucs d'à côté, quoi. Comme l'agriculture, la pêche. Je pense que c'est bien de rester un peu authentique, d'être comme Tahiti autrefois, où il n'y avait pas beaucoup de monde sur l'île. C'est bon, vous pouvez venir. Tiens. C'est bon, ça a été, vous avez bien vu? On a bien entendu surtout. De loin? On voit bien quand il est en bas. 200 000 visiteurs par an. C'était à peu près la moyenne de la fréquentation touristique avant la pandémie. On est loin du tourisme de masse.
Mais la Polynésie compte bien sur cette activité qui emploie un Tahitien sur 6. Le tourisme est bien le premier secteur économique. Une histoire qui commence durant la Deuxième Guerre mondiale. Les militaires américains construisent une base arrière et la première piste aérienne de Polynésie sur l'atoll de Bora Bora. Tahiti est relié au monde. Des avions à réaction français s'y posent presque chaque jour. L'invasion peut commencer. Tout ici, il est vrai, appelle, sollicite le tourisme. Avec le développement du trafic aérien, l'archipel et les compagnies vendent le rêve polynésien avec ses lagons translucides et, autre époque, mettent en scène des vainés à l'hospitalité volontairement ambiguë. Le tour de l'île ne prend que peu de temps. C'est regrettable, la compagnie était agréable. Cette image, largement relayée par la sortie du film Les Révoltés du Bounty en 1962, attire la clientèle américaine. Et en 1967, ce sont d'ailleurs 3 Californiens qui inventent ici le principe du bungalow sur pilotis, qui fera le succès de Tahiti, avant d'être copié sur toutes les mers chaudes du monde. Les hôtels, alors, sortent de terre. À la même époque, 1966, c'est le début des essais nucléaires de Mururoa. Et cela va durer 30 ans. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Une compensation financière. Pour dédommager ce préjudice environnemental imposé par la métropole, la France injecte alors 140 millions d'euros chaque année dans l'économie. Cette rente est toujours en vigueur aujourd'hui, 25 ans après la fin des essais. La recherche nucléaire et son industrie ont accéléré le développement et changé le visage de la Polynésie. Dopé à la radioactivité, le tourisme de luxe vit ses heures de gloire. Le coût de la vie s'envole alors et déconnecte les Polynésiens de leur secteur d'activité traditionnel, comme le copra ou l'exportation de la vanille. Notre petite case est achevée. Elle a vue sur la mer, ce qui est ici le minimum exigible. Tahiti s'est rendue dépendante de cette industrie hôtelière, qui peine à trouver un second souffle. À l'université de Papeete, ces 2 professeurs animent le centre d'études touristiques d'Océanie et du Pacifique. Ici, on cherche des solutions pour régénérer un secteur en pleine crise. Vous voyez qu'on a une montée très forte à la fin des années 90 et depuis ce temps-là, eh bien, on a baissé. Alors, on remonte la pente depuis 10 ans, mais malheureusement, eh bien, voilà ce qui vient d'arriver. Évidemment, notre tourisme a chuté, comme partout dans le monde, d'environ 70%. On s'interroge véritablement sur la capacité qu'ont ces structures hôtelières, je parle des structures hôtelières haut de gamme, à rester ouvertes et à ne pas faire faillite et mettre la clé sous la porte, ce qui serait véritablement une catastrophe pour l'économie polynésienne. C'est un élément essentiel de l'économie polynésienne. Évidemment, le pilier de l'économie polynésienne. Le pilier, évidemment, nous avons également beaucoup de transferts de l'État, qui représentent à peu près 25% du PIB, mais c'est le tourisme qui doit impulser la croissance économique dans le futur. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde pense depuis 25 ans. Et se pose effectivement aujourd'hui la question de capter d'autres clientèles, une nouvelle clientèle. Et aujourd'hui dans le monde, il y a une clientèle touristique qui résiste plutôt bien et qui est présente sur la plupart des destinations. C'est la clientèle asiatique, la clientèle chinoise, qui est jusqu'à aujourd'hui très peu présente sur le marché polynésien.
Donc cette crise sera peut-être notamment l'occasion d'attirer cette nouvelle clientèle en Polynésie française. Ça fait partie des pistes à explorer pour maintenir à flot le tourisme en Polynésie. Les Chinois, bien sûr, la solution miracle pour sauver l'hôtellerie de luxe. Une piste que ces deux professeurs soumettent à leurs étudiants inscrits en section tourisme. Il y a des marchés qu'on n'a pas encore totalement captés. On a sait quand il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de métropolitains. Est-ce qu'il y a d'autres marchés, à votre avis, qui seraient intéressants à prospecter? Le chinois. Est-ce que vous avez peur des touristes chinois ou est-ce que ce sont des futurs touristes potentiels qui pourraient enrichir la Polynésie en venant ici? Quel est le sentiment de la population, à votre avis? Est-ce qu'il y a un peu une crainte? Mitigé. Il y a une crainte et en même temps, ça permettrait aussi d'apporter de l'économie. Mais après, par rapport à la population locale, je pense qu'ils sont plus réticents par rapport à ce tourisme. Les Chinois, là, ils partent en charter et tout. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un tourisme de masse qui soit développé en Polynésie. La nouvelle génération ne semble pas prête à tout sacrifier. Largement subventionnée, la Polynésie française, qui fait figure d'enfant gâté dans le Pacifique, veut encore choisir sa clientèle. Retour à Moorea, où certains prennent d'ailleurs leur revanche sur ce tourisme qui impacte l'environnement. Médéric pêche dans la baie de Cook depuis toujours. Et de la Covid, lui, il n'en voit pas que des désavantages. Même si pour ce pêcheur apnéiste, plonger est devenu en quelques mois beaucoup plus dangereux. C'est pas la faute des pêcheurs si un jour il n'y a plus de poissons. Hein. C'est plutôt les hôtels qui polluent. Hein. Ils gagnent des millions, des milliards par année hein, devant nos yeux et nous on voit rien. Et nous on est toujours en train de se battre. C'est ta faute, c'est à cause du filet. Non, c'est toi le fusil la nuit. Mais en fait non, c'est la pollution. Hein. Comme partout ailleurs. Hein. C'est l'homme qui détruit. Pas dit les touristes, c'est l'homme. Hein, voilà. L'homme dans sa nature. Si nous c'est dur, ben nos enfants, je pense, ça sera 2 fois plus dur. Hein. Pour se dire que le petit pêcheur en filet, celui qui fait le tourisme, c'est 2 choses différentes. Hein. Eux, ils vendent l'image et nous, on pêche pour se nourrir. Ben, avec le Covid, les pêcheurs, ça a été, hein, comme on a pu avoir des demandes de sortie. Mais bon, ça faisait peur quand même, hein. On ne pouvait pas sortir n'importe comment. Les requins, ils ont l'habitude qu'on les donne à manger, les raies. Ils ont commencé à venir attaquer les pêcheurs, toi, pour venir choper le poisson, comme ils ont faim. Hein. Ah oui. Le nourrissage des requins, des raies, c'est des choses à ne pas faire. Bien, là, il y a eu, la semaine dernière, un gars qui est tombé à l'eau en pirogue, mais il s'est fait bouffer par un requin tigre. Hein. À force de donner à manger aux requins, mais c'est ça. Hein. Après, un jour, tôt ou tard, il va nous bouffer. Voilà, on va aller à l'eau. Hein. Profitez, c'est le matin, ils ne sont pas encore bien réveillés. C'est de voir perroquets, des rougets, des quemérous. Ah, le méchant yacht là, qui a fini de polluer la baie de Punhong qui s'en va. J'ai mal au cœur, hein. Impuissant devant hein, cette pollution, cette dégradation. C'est le combat de David contre Goliath. De l'activité touristique en surface dépend la bonne santé du lagon. Aujourd'hui, Médéric plonge à ses risques et périls, car les prédateurs sont devenus imprévisibles. Quant aux coraux, la parenthèse Covid n'a pas été suffisamment longue pour qu'ils récupèrent toute leur vitalité.
L'intérêt de tous est de voir les lagons retrouver leur éclat. C'est l'un des atouts de la Polynésie. Hervé connaît les meilleurs sites. Des trésors qu'il montre à ses touristes, auxquels il consacre tout son temps. Et il en a. La clientèle est rare. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ah bah les noirs, ça c'est les perroquets, les petits perroquets. Et tout de suite, il y avait des poissons papillons, tu sais, les jaunes. J'ai pas vu. Ils sont super mignons. Et en plus, ils m'aident parce qu'ils nettoient la coque. Tu vois, ils mangent les petites algues qu'il y a sur la coque. Regarde, ils sont tous sur la coque. Il y a des raies aussi? Il y a des raies, ouais. Venez voir, les gars. Il y a même deux qui passent en dessous. Avant le Covid, on avait prévu de faire un tour du monde. Oui. Et donc le Covid, voilà, en Norvège, ou ça ailleurs, on avait décidé. Au Canada et aux États-Unis. Voilà. Et donc du coup, effectivement, la Norvège, le Canada, les États-Unis, c'était pas possible à cause du Covid. Et on a maintenu juste la Polynésie française parce qu'on a vu qu'ils rouvraient les frontières au tourisme. Et donc c'est cette partie du voyage qu'on a maintenue et on est bien content. Du coup, on en a profité pour rester plus longtemps. Et au final, c'est pas plus mal parce que voilà, on prend vraiment le temps de se poser, de visiter les îles et d'aller un petit peu plus en profondeur que ce qu'on ferait habituellement. Mais ça attire aussi des gens avec des parcours un peu plus assez intéressants, différents, des navigateurs pas mal qui restent un temps et qui repartent. Donc c'est sympa, ça fait des belles rencontres. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé ici? Moi, à la base, je suis marin-pêcheur. Tu vois, donc j'ai fait la route entre marin-pêcheur et pilote, enfin capitaine de pirogue, il y a quand même un petit peu de temps. Ça, c'est bon. Comment on dit merci? Merci. Comment on dit en tahitien? Ah, voilà, bravo. Parfait. Ça va faire 4 ans que je fais l'activité de la pirogue. En fait, j'ai récupéré la pirogue, elle était en assez mauvais état et du coup, j'ai passé 4 mois à la réparer. Et puis après, j'ai relancé un peu le business de la pirogue qui était un petit peu down parce que du coup, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas servi. J'essaie de faire de la voile, c'est pas toujours évident. On essaye d'être avec l'élément et je suis fier de rider à la voile dans le lagon. Voilà. Alors que tous les autres sont au moteur. Parce qu'ici, si t'as pas 120 chevaux, ça va pas. Alors que moi, j'ai pas 120 chevaux, j'ai jamais ma voile. Je suis peut-être le plus lent du lagon, mais voilà, j'aime bien triper dans ce lagon. La circulation sur le lagon durant cette période plus ou moins confinée laisse imaginer sa densité en période normale. La problématique du jet ski, c'est que c'est beaucoup de bruit. Pour le lagon, c'est un peu dérangeant. Il faut réussir à partager le lagon et surtout à avoir une gestion qui fait que le lagon reste encore assez libre. C'est-à-dire qu'on puisse naviguer sans être dérangé par forcément 15 jet skis qui arrivent. Il y a eu 2-3 accidents liés à la survitesse dans le lagon, quoi. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir gérer sur l'avenir parce qu'on est de plus en plus nombreux et tout le monde va très vite. Ça pose une certaine problématique sur la sécurité à l'intérieur du lagon. Ce monde d'avant, consumériste et bling-bling, pourrait laisser sa place à un tourisme engagé et durable, tel que le prône Hervé. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux sur l'île à miser sur ce qu'ils appellent le slow tourisme, plus écologique et moins risqué financièrement. Les gros comme Albert Tour et tout, eux, ils sont obligés de brasser énormément. Et du coup, eux, ils ont une grosse répercussion parce qu'ils sont obligés de licencier, ils ont eu du mal. Et nous, en fait, nous deux, on est des tout petites activités, finalement, comparé à eux. Mais genre, vraiment, on a un petit... À part nous licencier, nous, ouais. On va pas licencier grand monde. Par exemple, Léo, toi, t'as que la pirogue, t'as que Tabou. Moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'ai que ça. Ouais. Et moi, j'ai sorti beaucoup d'argent à la base. Donc moi, ma priorité, entre guillemets, elle est de ne pas me casser la gueule et de récupérer une partie de cet argent-là. Donc quand j'ai commencé, on remplissait le bateau avec 4 couples, par exemple. Donc on allait chercher un couple dans chaque hôtel. Et on remplissait nos bateaux comme ça. On faisait 4 couples pour essayer de faire des bateaux pleins. Aujourd'hui, les tours que je fais, c'est un couple en privé, une famille de 4. C'est l'effet Covid. Moi, je tourne quasiment qu'en privé, en fait. Où c'est des familles et les gens ne veulent pas se mélanger, quoi. Vous nous posez la question en mode est-ce que vous avez d'autres personnes pour cette journée-là? J'ai remarqué, c'est que les gens qui arrivent à être sereins maintenant sur l'île, c'est les gens qui arrivent à
à cultiver leur terre, qui arrivent à avoir un plan B, avoir une autre source de revenus, qui arrivent aussi à être moins gourmands dans le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui comptent que sur ça. Et du coup, c'est ça, c'est que nous, on embrasse vraiment un septi et en fait, on se contente de ce qu'on a. Si demain, on n'a pas de clients, voilà, on sait qu'on va faire autre chose et on a trouvé un plan B au final, parce que toi, tu as un plan B, voilà, et moi aussi, j'ai un plan B, quoi qu'il arrive. Avant de nous montrer son plan B, Raphaël est fier de son plan A, sa pirogue, réalisée à partir d'une démarche écologique de dépollution. Elle est prête à naviguer, juste monter à bord et hisser les voiles. On ne fait pas des tours tous les jours en ce moment. La pirogue a été construite entièrement dans mon jardin, dans mon atelier à Montréal. Beaucoup de pièces sur le bateau étaient issues de la récupération. On a redécoupé des vieux frigos en inox pour récupérer des pièces en inox. Du coup, c'est beaucoup de deuxième vie aux objets qu'on a pu connecter et remettre en circuit. Aujourd'hui, on va recouler la dérive. Non, la motivation principale quand j'ai construit ma pirogue d'eau, ça a été à la base pour l'utilisation personnelle, pour aller au surf, à la pêche, aller dans les autres îles. Et puis en faisant le bateau, je me suis rendu compte que je pouvais partager la passion que j'avais et que je pouvais partager à d'autres personnes en leur initiant et en leur montrant comment on fait pour naviguer. Et au final, ça m'a permis d'accueillir du monde et ça, c'est devenu une source de revenus. Raphaël est un adepte de la décroissance, du système D. Alors voici pour ce héros de la survie, son plan B, des frigos recyclés en potager. Et là, on a décidé de cultiver dans des vieux frigos abandonnés au bord de route ou dans les décharges. On a essayé de faire des bacs, on a créé de la structure organique et maintenant on plante dedans. Du coup, ici, ce sont les premiers bacs et plus on va au fond, plus c'est les bacs récents. On a de la sauge. Du coup, là, on a de la patate douce, des poivrons, et voilà, aubergines, menthe. Mais après, c'est que comme on ne met pas de pesticides et que c'est que du bio, les insectes ils sont vachement actifs. Voilà, les cochenilles. Mais après, on se rend compte qu'au final, on a des fruits et des plantes vachement plus résistants quand elles survivent dans les premiers temps. Et après, ça nous donne des plantes en bonne santé à la fin. Alors là, on est sur une deuxième partie du Faapou. On est sur la plantation de bananiers, mais pas que, car il y a de la goyave, de la papaye. Les bananiers, ça ne demande pas d'entretien. Tu les mets dans le sol et ensuite ils donnent 6 mois après. On peut produire et être autonome si on le veut, mais ça prend juste un peu d'effort et un peu de sueur. Système D, décroissance, slow tourisme. Quel est donc l'avenir de cette activité si vitale pour l'économie de l'île? Quelles sont les options pour ces acteurs du tourisme? Si la survie des grands hôtels est une nécessité, de plus en plus de Polynésiens diversifient leur offre et jouent la carte de l'authenticité. C'est le choix de Valentin, qui propose une découverte plus intérieure de Moorea. Aujourd'hui, nous allons faire l'ascension de la montagne percée. C'est une des randonnées, on va dire, très célèbres de la Polynésie. Ça demande d'être en bonne forme. C'est une randonnée classée, on va dire, difficile. Donc ça demande des personnes qui ont vraiment de l'expérience. Apparemment, vous avez de belles jambes, bien sportifs. Quand on sera en haut, on sera dans un autre monde. Moi, j'appelle ça le monde des esprits. Donc, je vous demanderai à chacun de respecter une fois qu'on sera en haut. On respecte l'endroit, tout va se passer comme de l'eau qui coule. On est parti? Valentin pratique lui aussi une double activité. Il est à la fois guide touristique et agriculteur. 2 domaines de compétences qu'il entend bien réunir. Avant de partir en France, mon grand-père est décédé et il m'a demandé de s'occuper de sa plantation. Parce que pendant mon séjour en France, je me suis tellement plu que je voulais m'installer en France. Mais
avec cette promesse que mon grand-père m'a demandé de l'honorer, je suis revenu. Ça fait longtemps que ça m'a tourné dans la tête, quoi, d'allier mon activité agricole au tourisme, tout en restant dans le même domaine, c'est-à-dire en contact avec la terre et en contact avec l'environnement, quoi. Et pour moi, le tourisme, ça me permet en fait de partager mon savoir-faire, de partager ce que j'ai appris venant de mes grands-parents et tout ça, des ancêtres. Et voilà. Le tourisme, c'est vraiment un véhicule pour faire savoir au monde entier que la culture polynésienne, c'est une belle culture. Après ses excursions sur les sommets de Moorea, c'est ici que Valentin se retrouve et prépare l'après-Covid. Son projet touristique pour le monde de demain s'inspire du passé. Bon là, c'est un peu le côté positif du Covid. J'ai pu un peu nettoyer un peu tout mon fabou, comme on dit ici, et mettre des tarots. Ceux-là, ils ont été mis en terre en juin. Donc ça fait à peu près 3 mois, 4 mois maintenant. Alors cette variété-là, 6 mois, elle arrive à maturité. Bon, le taro, hein, c'est vraiment, ça fait partie de la culture polynésienne. Hein. Alors mon idée, c'est de pouvoir accueillir les randonneurs, ceux qui veulent passer une nuit ou 2 chez moi, en lien avec la terre, et ils mangeront les produits qui seront cueillis dans ma plantation. Avec mon activité dans le tourisme, ça me permet de partager avec mes clients cette richesse qui est là, qui est juste là, à côté. Le but, c'est de valoriser en fait les vrais produits que le Polynésien, que nos ancêtres consommaient, quoi. Parce qu'à la base, nos ancêtres seraient partis de l'est de l'Asie et ils avaient ramené avec eux, à bord de leur pirogue, le taro, bien sûr la noix de coco, le ourou, le fruit de la bapin. Et avec les temps et tout ça, l'arrivée des premiers Européens, donc l'alimentation a un peu évolué. Aujourd'hui, avec le changement alimentaire des Polynésiens, au lieu de voir des super baraqués tout en muscles, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes obèses. Cadeau. Ça, c'est, on va dire, les bonnes espèces qui ont été introduites. Bon, ça, c'est le vétiver. Bon, très bon pour faire du fourrage pour les bêtes. Bon, ce qui est bien là-dedans, c'est sa racine, très utilisée dans la cosmétique, pour faire des parfums, par exemple. Ça, c'est le basilic sauvage, très utilisé dans la pharmacopée traditionnelle, notamment pour nettoyer tout ce qui est envoûtement. Voilà mon outil. Hein. Ça, c'est mon stylo, mon ordinateur, ma règle et tout. Ça s'appelle une baramine. Là, je suis en train de préparer la prochaine taraudière. Pour faire savoir aux personnes qui ont des terres, qui restent comme ça en friche. Le taro, c'est source de revenus. Et normalement, celui qui a une plantation de taro, il n'a pas besoin de sous pour vivre. Il peut faire du troc avec le pêcheur, comme les anciens faisaient. J'emmène mon taro chez le pêcheur, avec le pêcheur, lui il me donne le poisson. C'est une idée qui est un peu lointaine aujourd'hui dans notre système de consommation. Avant les essais nucléaires, avant l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique, là où ils ont fait péter leurs bombes nucléaires, le secteur primaire de la Polynésie se portait bien. Moorea était le plus grand producteur de vanille. Donc à cette époque-là, Moorea exportait 200 tonnes de vanille par an.
c'est beaucoup. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire la moitié de la moitié. À partir des essais nucléaires, la Polynésie est devenue dépendante de l'extérieur. Donc tout arrive de l'extérieur. Même ce qu'il met dans sa bouche, ça vient de l'extérieur. La Polynésie a vite progressé, a vite évolué dans la modernisation par rapport à d'autres îles du Pacifique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette modernisation est un peu envenimée. C'est vrai, hein, c'est une réalité. Hein. Mais j'ai foi en l'agriculture. Je pense que ça peut sauver la Polynésie. Après l'âge d'or des 30 glorieuses polynésiennes, le retour aux sources résonne de plus en plus comme une évidence. Danse, musique, tradition orale, Brenda, qui dirige ce centre culturel depuis 2 ans, n'a pas attendu la Covid pour ressentir le besoin de réapprendre ce patrimoine destiné autant aux Tahitiens qu'aux visiteurs curieux, avides d'un dépaysement total et riche en rencontres. Bravo, merci beaucoup. Une tendance qui lui donne aujourd'hui encore plus raison. Ce que j'ai voulu de cet espace-là, c'est... On parle de mana. Le mana, c'est une puissance, c'est quelque chose que tu ressens. Et moi, ce que je souhaite partager, c'est ce qu'on a fait avec tous ceux qui sont venus ici, locaux ou étrangers. C'est cette fameuse chaleur que nos grands-parents avaient. Et c'est ce que je voudrais pérenniser dans cet espace-là. Et c'est pour ça que les Italiens sont venus, les Allemands sont venus. Et toujours, ça s'est mélangé avec tout. Et ça, c'est le top. Quand un Italien arrive, tu l'accueilles. Et après, il s'installe sur le lit, s'allonge sur le canapé, et puis on commence à échanger. Voilà, on ne pense même plus au côté touristique qu'il devait y avoir. Ah, il y a les touristes qui arrivent, ça y est, on marche à gauche, à droite. Mais non, ils arrivent, c'est sacrément le feeling. Dans ma philosophie, dans mon travail, ici, on ne vit qu'une seule fois. Et ensuite, un problème, une solution. Le haere mua, hein. Allez de l'avant. Hein. Moi, je pense que le tourisme va de plus en plus vers la recherche de la culture. On a ouvert notre espace aux gens d'ailleurs, mais on s'est rendu compte que quand même, sinon on ne faisait rien pour les gens d'ici, ben, tout le savoir va partir là-bas. Et moi, je dis, en tout cas, merci à ces étrangers qui viennent justement donner le goût aux locaux qui se perdent un peu dans la modernité. Et que leur histoire, ils s'intéressent plus à autre chose que leur propre histoire. Hein, voilà. Là, ok, ça c'est un sol. Ro travaillait dans le tourisme et s'est reconverti en éducateur. Depuis 3 ans, il se forme ici pour mieux connaître sa culture et la transmettre. Un besoin, mais aussi un acte presque militant. Aujourd'hui, il va apprendre à confectionner le mouret, cette jupe végétale utilisée lors des danses traditionnelles. Direction la forêt. Wow. Tiens, Hani, on va aller avec Tamara. Elle va nous montrer comment il faut faire. Viens. C'est une plante qui pousse comme de la mauvaise herbe. En plus, c'est la particularité avec le puro, c'est qu'il pousse. Et en fait, quand il s'épaissit, il devient large.
il va avoir tendance à retomber sur la terre et boum, il repart. Donc en fait, si tu veux, le pourau, il fait ça. Tu vois, à chaque fois, bim, bim, bim. Donc la ressource est quasiment inépuisable, quoi. Tu vois, et regarde, c'est ça qui va faire le mourir. Tu vois, regarde, touche. Tu vois, regarde, chérie. Le bois, il doit être à peu près comme ça. Hein? Ouais. Après, tu vois, on fait une entaille là. Après, tu vas venir casser, regarde. Tu tires sec. Voilà. Allez, vas-y. Le but du centre culturel, c'est la promotion en fait, de l'identité polynésienne. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une intergénérationnalité. Tu as Tamara et Toré qui ont plus de 60 ans, 70 ans. Moi, je vais sur mes 27 ans et tu as Hani, la dernière, qui a 9 ans. Je ne sais pas si je fais bien d'ailleurs, regarde. Pour moi, c'est important parce que c'est à travers ces personnes-là qu'on pourra préserver ça, quoi. Je pense que la base, c'est déjà à nous, tu vois, qu'on apprenne déjà à reproduire un peu ce qui était fait avant, quoi. Et pourquoi pas le partager au grand public, que ce soit des locaux ou des touristes. Tous ceux qui sont désireux d'apprendre, quoi. Je travaillais à l'hôtel et pendant ma petite expérience en tant que pool boy, tu vois, je m'occupais un peu de la piscine et je servais les clients. Je me suis rendu compte que tu avais deux types de touristes. Tu as le touriste qui vient ici et qui est là pour se détendre, pour boire des cocktails. En fait, il est là dans les îles, mais il n'abandonne pas son standard de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as le touriste roots. Limite, il se fait chier à l'hôtel, tu vois. C'est ça que j'aimais bien. Il venait me voir, il me disait, putain, il y a le machin, le truc, non, mais moi je veux aller chez des gens, je veux voir des Polynésiens. J'ai dit, ok, mais moi je t'emmène. Et on finissait chez moi, je présentais à mon grand-père et tout. Et... Donc, tu vois, ça dépend de ce que tu recherches, quoi. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, pour avoir côtoyé quelques touristes au centre culturel, c'est ça qu'ils recherchent. Hein. C'est ce côté un peu roots, quoi. Qui apprendra ma culture à ma place si je ne le fais pas, hein? Ben voilà. Et ouais. C'est ça. C'est pas grand chose à faire, mais c'est ça. Voilà. Bon, au bout de quelques minutes de galère, j'ai finalement fini mon mourir. Elle veut pas monter sur le bâton. C'était comme un appel, quoi. Pour moi, c'était comme si, c'était une revendication, tu vois, de connaître un peu tout ça et de pouvoir le transmettre. Revenir à l'essentiel, à un tourisme plus équilibré, plus diversifié et plus respectueux de son environnement naturel et culturel. C'est toute la problématique de l'après-Covid. Sur la presqu'île de l'île de Tahiti, il y a un lieu où convergent toutes les attentes. Te Aupo. La route s'arrête ici. Un point nommé le PK0. Te Aupo est une sorte de frontière entre le monde moderne et un territoire encore sauvage et préservé, où le bitume et l'électricité n'ont pas encore transformé les modes de vie. Mais pour combien de temps? Car on vient de plus en plus nombreux voir l'un des monuments emblématiques de l'île de Tahiti, connu désormais dans le monde entier. La vague de Te Aupo, l'une des plus puissantes de la planète. Cindy en a fait son gagne-pain. Aujourd'hui, ce sont des collégiens d'un village voisin qu'elle guide jusqu'à ce lieu sacré. Merci de nous accueillir. Merci de venir. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et
C'est vous qui venez, c'est vous qui m'offrez. C'est vraiment cette vague qui a posé la petite commune de Te Ahupu'o sur la carte du monde. C'est vraiment grâce au surf, grâce aux surfeurs et tout. Et c'est cette vague qui est le produit d'appel de la presqu'île. Les gens, quand ils viennent, quand ils ont entendu parler de Te Ahupu'o, ils ont entendu parler de cette vague. Donc là, on va sortir du lagon et on va naviguer et on va se retrouver là-bas sur la vague. Comment on appelle ton métier? En fait, je suis guide touristique, mais en plus de ça, je suis capitaine aussi, comme vous pouvez le voir, et gérante d'entreprise. Quel type de prestations proposes-tu? On va avoir deux types de prestations. Une qui va être vraiment orientée que sur le surf. Donc là, c'est soit on reçoit des visiteurs qui veulent juste aller voir la vague, soit on va avoir des photographes et des caméramans qui vont venir spécifiquement pour une grosse houle. Vous avez dû déjà en entendre parler, hein? Donc c'est vraiment gros, là, ça fait déplacer du monde, même si ça dure 15 jours. Hein? Et ensuite, on a une autre prestation qui va être celle-là un peu toucher un plus grand public. Et là, on va aller à la découverte du Whenua Ehere, du Te Pari. Et là, c'est des tours qui vont durer soit une demi-journée, soit la journée complète. Regardez cette vague. Donc voilà, bienvenue au spot de Te Ahupu'o, cette fameuse vague. Waouh, vous avez vu? Te Ahupu'o, 1000 habitants. Mais avec cette vague si forte, si belle, c'est le monde entier qui sera bientôt à ses pieds. Les Jeux Olympiques de Paris de 2024 ont décidé d'y organiser les épreuves de surf. Une véritable fierté. Un coup de projecteur inédit pour le tourisme local. Mais, pour être à la hauteur de l'événement, il est question de construire des hébergements et même de prolonger la route. Ce petit paradis craint le revers de la médaille. Il y a des habitants qui habitent au Whenua Ehere, je suppose que, voilà, que leur apporter de l'électricité, ça va faciliter leur quotidien. Mais ils savent aussi que l'électricité, ça leur fait passer une route, ça leur apporte des factures d'électricité, ça leur apporte l'envie de vouloir s'acheter des choses pour pouvoir répondre à des besoins modernes. Et surtout, leur ressource qui est la récolte des mapés, la récolte des cocos, va sans doute disparaître, puisque pour faire passer une route, il faut couper tout ça. Pour une grande partie de la population de Te Ahupu'o, c'est très important pour nous que le PK0 reste là et ne bouge pas, parce qu'on a besoin encore d'endroits où on puisse encore se ressourcer, où on puisse encore retrouver nos souvenirs d'enfants. Je discutais il n'y a pas longtemps avec ce qu'on appelle un matariapo, hein, ce sont les anciens, les plus âgés en général d'une commune et tout. Et je lui demandais s'il était favorable à ce que, par exemple, la route publique dépasse le PK0, donc aille un peu plus loin qu'à l'heure actuelle. Et donc il me disait non, parce qu'il faut que toutes les nouveautés ou toutes les choses qui ne sont pas bonnes s'arrêtent à cet endroit-là, et que ça n'aille pas plus loin, et que que la partie du Whenua Ehere ne soit pas entachée. Les JO, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ça fait 20 ans que la population de Te Ahupu'o accueille des visiteurs, accueille des surfeurs. Et c'est toujours le surfeur qui s'est adapté à ce que l'habitant lui proposait. Et aller vers un tourisme standardisé, un tourisme de masse, c'est peut-être pas forcément ce vers quoi il faut faire tendre la presqu'île. Entre développement touristique et préservation de l'environnement et de la culture, les Polynésiens cherchent le bon équilibre. La déferlante du coronavirus aura au moins eu le mérite d'offrir une pause propice à l'analyse. Honnêtement, je ne pense pas que le Covid ait fait changer les mentalités.
Je pense qu'on va repartir encore dans un monde de folie. Pendant le confinement, ça a dû faire réfléchir quelques-uns. Mais après, le rapport qu'on a avec l'argent fait qu'on reste dépendant de ça au final. Puis de toute façon, la mémoire de l'homme ne dure pas. La mémoire de l'homme ne dure pas. Mais la Covid aura forcément laissé des traces. Le confinement a permis de réfléchir, de retrouver l'essentiel et sans doute de mieux entamer le monde de demain. Les Polynésiens désireux de maîtriser leur destin et de conserver leur plaisir à accueillir les visiteurs y ont peut-être tout gagné.